Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération prolongée au 7 décembre 2021. Participation des femmes et des jeunes à la vie politique en Côte d'Ivoire. Présentation de l'étude diligente par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Bienvenue à tous et à toutes sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Le ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, et le ministre en charge de la communication ont présidé en point de presse à Abidjan, une rencontre au cours de laquelle le ministre Kaba Nialé a fait le point du recensement général de la population et de l'habitat, ce qui lui a permis d'évoquer les problèmes rencontrés et les solutions apportées. On y retient essentiellement la prorogation du RGPH 2021 au 7 décembre prochain. Mon désir Nascimento et Richard Akeke nous en parlent. 9 jours supplémentaires pour permettre à tous les Ivoiriens, y compris les non-nationaux, de se faire recenser. Cette information a été donnée ce jeudi à Abidjan au cours d'une rencontre animée par le ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé et son collègue de la communication. La date de la fin du RGPH, recensement général de la population et de l'habitat, prévu pour le 28 novembre, a été revue et sera plutôt le 7 décembre. Cette prorogation est due aux nombreuses difficultés survenues au cours de l'opération de recensement, notamment l'extension de la période de numérotation des bâtiments dans certaines localités, la réticence de certains ménages à se faire recenser dans certains quartiers UP d'Abidjan et les opérations de déguerpissement en cours causent des problèmes d'accessibilité et de sécurité. Dans d'autres régions, on avait deux problèmes. Le coût élevé, parfois multiplié par 4 des moyens de déplacement. Et là, je parle essentiellement des motos, parce que c'est elles qui ont posé problème. Lorsque les routes ne sont pas en bon état, on n'arrive plus à accéder donc en véhicule. Il faut des motos et dans des endroits, d'ailleurs, il a fallu trouver des embarcations motorisées pour aider les agents à traverser. Donc, nos simulations ont été un peu perturbées par les quantités en question. Vous savez qu'il y a beaucoup d'agents sur le terrain. Nous avons eu une demande de plus de 3000 motos. Et quelquefois, les quantités qui sont exprimées dans certaines régions ne sont même pas disponibles. Ce dernier réglage aura bien évidemment des répercussions sur le budget alloué qui est de 23,9 milliards de francs CFA. Kaba Nialé promet de communiquer les coûts de l'opération à la clôture. Les deux ministres, à la fin des échanges avec les hommes de médias, ont adressé un appel à l'endroit des populations, un appel au civisme. Signature de convention entre Ecobank Côte d'Ivoire et Cher dans le cadre d'un programme dénommé PEFA, entendez Programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Ce programme est cofinancé par le gouvernement ivoirien, le PNUD et la banque panafricaine Ecobank. Il va permettre à 200 étudiantes des différentes universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire de se faire former en entrepreneuriat et au leadership. C'est une belle initiative. Une bonne opportunité pour les jeunes filles, étudiantes ivoiriennes des universités et grandes écoles, de la deuxième année de licence et première année de master qui se présentent à travers le programme PEFA, Programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Cette convention signée ce jour prévoit, dans sa phase pratique, de sélectionner 200 jeunes filles qui seront formées en 18 mois au projet réel et au leadership. L'objectif de la convention est de contractualiser notre partenariat entre Cher et Ecobank qui va financer en fait la formation de ces jeunes femmes et qui va aussi pouvoir identifier des talents pour constituer ces prochaines vagues de leaders féminins. Une fois que le programme est terminé à la fin de 2 ans, ces jeunes femmes pourront ensuite rejoindre les partenaires du programme, privés ou publics, et une partie d'entre elles seront accompagnées pour développer leur start-up. Le programme PEFA est gratuit pour les étudiantes et financé par la banque panafricaine Ecobank qui poursuit ainsi son objectif, celui de promouvoir l'insertion socio-professionnelle de la gente féminine. C'est une opportunité
pour ces jeunes élèves, ces jeunes dames, de pouvoir être formées sur le leadership féminin, de pouvoir aider les autres à aller de l'avant, de pouvoir elles-mêmes s'aider à aller de l'avant. Cette convention signée sous l'œil bienveillant de la représentante du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique entre Cher et Ecobank est un vrai soulagement et participe aux efforts du gouvernement de promouvoir la jeune fille. Le programme PEFA repose sur 4 piliers: compétences professionnelles, leadership, l'ouverture sur le monde et l'entrepreneuriat. La formation pour les jeunes filles sélectionnées est prévue débuter en mars 2022. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Tima Traoré. Les chercheurs de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision avec leurs partenaires ont diligenté une enquête sur la participation des femmes et des jeunes à la vie politique en Côte d'Ivoire. Le rapport de cette étude a fait l'objet d'une présentation à Abidjan. Il recommande entre autres la formation et le coaching des femmes leaders, le plaidoyer et la sensibilisation des populations. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. C'est le rapport d'une étude dont l'objectif est d'explorer les stratégies en vue de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans le processus politique et de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce rapport est bien clair avec des chiffres à l'appui. Il a été présenté par la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Entre autres points forts de ce rapport, 30,5% des populations auditionnées pensent que la faible participation des femmes au débat politique est due à un manque de préparation à un tel exercice et 58% pensent que les femmes ont des difficultés à créer la solidarité autour de leur participation à la chose politique. Les résultats de cette étude parlent suffisamment d'eux-mêmes. L'échantillon n'est pas représentatif, mais la diversité des participants fait que ces résultats sont significatifs et ouvrent une voie dans ce sens. Malgré les acquis, les bons résultats obtenus en matière de participation politique des femmes, des défis structurels liés à la dominance du pouvoir patriarcal, aux stéréotypes et aux normes sociales persistent. Conscient que la croissance économique passe nécessairement par la pleine participation des femmes, des hommes et des jeunes dans toutes les sphères de décision, nous devons aller plus loin avec le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, tant par des actions stratégiques opérationnelles en vue de parvenir à une réelle amélioration des chiffres. C'est une étude qui porte également les signatures de plusieurs autres partenaires, notamment le WPP, Women in Political Participation, conduit par le professeur Fatou Sossar. Pour ses partenaires, il sera question de renforcer les acquis et accélérer la participation de la femme au processus politique. Il s'agit désormais de renouer avec les fondamentaux de notre histoire et de notre culture pour aller vers une société plus équilibrée, une société plus paisible. Parce que, je le dis toujours, nous sommes des mères, nous avons des fils et des garçons, et nous avons aussi des filles. Donc nous souhaitons le meilleur et pour nos garçons et pour nos filles. Une session d'échange a permis d'approfondir les recommandations. Lesquelles recommandations sont notamment le coaching des femmes leaders, la collaboration entre les femmes et les jeunes et surtout la sensibilisation des populations. Dans le cadre de la coopération technique avec la Côte d'Ivoire, le gouvernement coréen offre aux fonctionnaires et officiers ivoiriens des bourses d'études pour des diplômes de master dans les universités coréennes dans le cadre du Kwaka. Scholarship, programme for Master's Degree. Seulement, voici 10% de cette bourse est effectivement utilisée. Afin de faire bénéficier à un maximum d'Ivoiriens les bourses, l'Association ivoirienne des anciens stagiaires de la Kwaka, agence coréenne de coopération internationale, a initié une rencontre de partage d'expériences et de promotion des bourses coréennes. Je vous propose de suivre. Chaque année, les Ivoiriens ont droit à 80 bourses de la République de Corée du Sud. Seulement 10% sont effectivement utilisés. Les alumni de la Corée du Sud, membres de l'Association ivoirienne des anciens stagiaires de la KOICA, agence coréenne de coopération internationale, sont en séminaire pour changer la donne. Occasion pour eux de faire un diagnostic de situation et montrer l'intérêt que les Ivoiriens ont à poursuivre leurs études en République de Corée. Donc il faut, étant en Côte d'Ivoire, il faut être nationalité ivoirienne.
donc un citoyen du pays ciblé par la bourse d'études, être officiellement désigné par le gouvernement et avoir au moins 2 années d'expérience. Vous pouvez vous-même, pendant qu'on est là, toucher une institution coréenne. On a la liste de toutes les universités coréennes, on appelle toutes les filières et dit que j'ai envie de faire telle étude dans telle université. Autre temps fort au menu de ces journées carrières pour la promotion des bourses coréennes, ces moments de partage d'expérience. Comme ici, le lieutenant-colonel Yeo Kassoum, membre de l'AYAKA et chargé d'études à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il a partagé son expérience sur l'analyse de la stratégie d'implication des populations riveraines dans la gestion des aires protégées de Côte d'Ivoire, cadre du Parc national de Taï, patrimoine mondial et réserve de biosphère de l'UNESCO. Ouvrons un chapitre santé dans cette édition. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, qui milite dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les droits humains, a initié un déjeuner presse. Il s'agissait pour cette ONG de faire le bilan de ses actions et de montrer le lien de cause à effet qui existe entre les droits humains et le VIH. C'est dans le cadre des journées commémoratives des 16 jours d'activisme qui ont débuté ce jeudi 25 novembre à Abidjan. Le compte-rendu de Philippe Zabo et Marie Sissiri. Selon les dirigeants de l'ONG Alliance, les chiffres du VIH-Sida sont en baisse en Côte d'Ivoire. De 12% de la population atteinte en 2000 du VIH, nous sommes à 2,9% de population atteinte en 2021 du VIH-Sida. Mais descendre en dessous des 2% de contaminés reste un défi difficile à atteindre parce que cette population appelée population clé, constituée de prostituées, de prisonniers et de marginaux, vit au cœur de l'épidémie et l'alimente. La cause de ce constat amer est que leurs droits humains ne sont pas respectés. Les droits humains, c'est tous les droits inhérents à un individu en tant qu'être humain. Donc le simple fait d'être un être humain te donne droit à certaines prérogatives. Et parmi ces prérogatives, le droit à la santé figure. Mais pour avoir droit à la santé, c'est quoi? Il faut pouvoir aller vers les services de santé. Le droit à la santé, il prend en compte quoi? Donc l'accès aux services de santé, mais l'accès aussi à la prévention. Mais le premier lien, c'est qu'on a tout individu a droit à la santé. Donc ça, c'est un droit universel pour tout humain. Et donc dans ce cadre-là, ça veut dire que tout individu a droit à l'accès à l'information, à l'accès à des services de qualité. La presse a donc été invitée pour être un relais de sensibilisation dans la reconnaissance des droits des populations vulnérables. Cette opportunité leur sera donnée à l'occasion des journées commémoratives. Le 1er décembre, nous avons la journée mondiale de lutte contre le sida, avec pour thème lever les barrières, donc qui fait référence aux questions de droits humains et VIH. Nous avons le 10 décembre, la journée internationale contre les violations des droits humains. Et donc, ayant un pan de notre programme qui adresse les questions liées à la protection et à la promotion des droits de nos populations cibles, qui sont les populations vulnérables et les populations clés, nous avons donc souhaité informer l'opinion publique. Les journées commémoratives consisteront entre autres à réaliser des émissions de débat télé et radio sur les thématiques des droits humains en lien avec le VIH et la tuberculose. Organiser une caravane de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Plaidoyer auprès des autorités pour la prise en charge adéquate des populations clés. Abordons une page culturelle à présent. La 4e édition du Festival des Arts et de la Culture dans Tonkpi Nidalé aura lieu du 7 au 13 décembre 2021 à Mans. Un festival qui prône la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le commissaire général du festival a présenté les atouts et le programme de cette 4e édition avec pour invité d'honneur national le peuple Agni et comme pays invité l'Afrique du Sud. Pierre Tebeu et Richard Akeke. La ville de Mans va abriter du 7 au 13 décembre 2021 la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture dans, dénommé Tonkpi Nidalé, autour du thème culture et hospitalité. Un festival qui s'inscrit dans un double contexte de sauvegarde du patrimoine dans et de brassage des cultures de la région du Tonkpi et qui s'est donné comme objectif de contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité dans.
Selon le commissaire du festival, le Tonkwi Nidale, au-delà d'être l'expression de la joie, de l'épanouissement en langue d'an, se propose de donner les moyens d'en faire un atout majeur pour le développement de la région du Tonkwi. Il précise les impacts du festival sur la région depuis sa création. Vous savez que l'impact économique va lentement, mais nous pouvons nous satisfaire de ce que les infrastructures hôtelières commencent à s'accroître dans la ville. Nous pouvons nous satisfaire aussi de ce que les lieux de restauration s'intensifient également dans la ville. Nous pouvons également apprécier l'effort fait par les uns et les autres pour que ceux qui séjournent dans la ville au moment du festival aient de meilleures manières de circuler. Tonkwi Nidale est un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant. Et comme il est de coutume depuis la première édition, la surprise qui attend les festivaliers est la présence des autres peuples pour célébrer le vivre ensemble et la culture dans son ensemble. Nous attendons au plan national le peuple Agni, nous attendons au plan international l'Afrique du Sud et nous attendons de manière générale tous les festivaliers. Le festival Tonkwi Nidale se déroulera autour des activités comme les arts vivants, des concours culturels, forums et colloques. Le tourisme sera également au rendez-vous de la 4e édition de ce festival. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny ont assisté à une conférence animée par un ancien conseiller du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Au cours de cette conférence, il a appelé les étudiants à s'intéresser à la data science, une discipline qui pourrait apporter un progrès en Côte d'Ivoire. Organisé par SA Analytics International en collaboration avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'INPHB, cette conférence portant sur l'intelligence artificielle a pour objectif de donner aux étudiants toutes les informations pour qu'ils puissent innover dans les sciences de demain. Des fondements en termes des sciences mathématiques, couplés avec les statistiques. Artificial intelligence is L'intelligence artificielle a un atout considérable. Ça peut apporter à la Côte d'Ivoire beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, des transports, de l'éducation. Et pourquoi? Parce que analyser les données, par exemple, permet justement d'optimiser les coûts de santé, d'optimiser directement le trajet, de proposer de nouveaux services sur tout l'écosystème qui est utilisé aujourd'hui. Le secrétaire général de l'INPHB, Palessier, a salué l'initiative de SA Analytics qui vient instruire la nouvelle génération sur des thématiques majeures. L'INPHB forme des ingénieurs dans le domaine de la technologie, de nouvelles technologies de communication. Et le monde est en train de muer vers la digitalisation. Et quand nos étudiants vont sortir d'ici, il faut qu'ils puissent proposer des solutions viables qui vont donc permettre d'endiguer tous les problèmes que rencontrent les administrateurs dans toutes les gouvernances, que ce soit en gouvernance publique ou en gouvernance privée. Il a invité par cette occasion tous les anciens élèves et étudiants de cette prestigieuse école à venir partager leurs expériences de la vie professionnelle afin de contribuer à la perpétuation de l'excellence. À l'exemple de SA Analytics, dont le PDG est un ancien de la maison. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Walter Kofi. Abouaké, le médiateur délégué des régions du Gbeke et du Humboldt, était face aux hommes de médias en activité dans ces deux régions. Il était question pour Conan Clarisse le temps d'un atelier de formation pour faire connaître les actions du médiateur de la République en faveur de la paix et de la cohésion sociale, mais surtout de solliciter la contribution de la presse locale dans sa mission de prévention et de règlement pacifique des conflits sociaux. Emmanuel Bonzo et Philippe Zabo. Durant 2 jours, les hommes de médias des régions du Gbeke et du Humboldt étaient en séance de formation à l'initiative de la délégation régionale du médiateur de la République. L'institution, via sa représentation locale,
a instruit les journalistes sur ces missions portant essentiellement sur le règlement pacifique des conflits. Il s'est agi surtout de rechercher l'implication des journalistes dans les actions de promotion de la paix et de la cohésion sociale du médiateur de la République. Des rencontres qui ont permis au médiateur délégué des 2 régions, Annelone Conan-Clarisse, de percevoir l'intérêt des hommes de médias, d'appuyer le médiateur de la République dans sa quête de prévention des risques et apaisement du climat social. Nous sommes très satisfaits de cette formation-là, étant donné que les journalistes même se sont vraiment impliqués dans les échanges fructueux que nous avons eus. Et nous attendons qu'ils partent avec ces informations qu'ils ont reçues et puis qu'ils servent de relais à notre institution, qu'ils servent de relais au médiateur de la République pour sa visibilité. Conscients du rôle important qui leur revient, les journalistes ont compris la nécessité de leur implication dans la mission du médiateur de la République. Ils ont donc pris l'engagement de mettre régulièrement la lumière sur l'institution, d'autant plus qu'un réseau de journalistes existe désormais afin de mieux accompagner les actions du représentant Adama Tongara dans les régions de Bouaké et du Hambol. Il faut dire que cette rencontre qui est un atelier de formation organisé par le médiateur délégué de Bouaké nous a été beaucoup utile parce qu'il fallait connaître d'abord le fonctionnement du médiateur. Cet apport-là va se traduire à travers les actions que nous allons mener sur le terrain à travers le réseau de journalistes qui a été mis en place. Qu'est-ce que le délégué de la médiature doit faire et qu'est-ce que nous, en tant que population, nous devons faire avec la médiature. En poste depuis novembre 2019, dans le Bouaké et le Hambol, le médiateur délégué attend donc des journalistes une collaboration certaine dans sa mission de recherche du compromis en cas de saisie, dont la plupart, soit une quarantaine, portent sur le litige foncier. Après la 3e session du conseil régional qui s'est tenue au centre culturel de Kouto, c'est la commune de Boundiali qui accueille la 4e et dernière session de la Bagoué au titre de l'année 2021. Cette session ordinaire a été couplée à la 3e session du conseil municipal dirigé par Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À la fin de la session, 3 ambulances médicalisées à hauteur de 120 millions de francs CFA ont été remises. C'est un reportage signé Daouda Ouattara. Cette 4e et dernière réunion du conseil régional de la Bagoué est une session conjointe tenue avec celle du conseil municipal en présence du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Une rencontre statuée sur le budget primitif de l'exercice 2022 qui sera consacré au renforcement des projets visant à l'autonomisation des populations pour les sortir de la vulnérabilité. 1240 jeunes de la Bagoué bénéficieront des prêts afin d'entreprendre et de réaliser leurs projets de financement qui vont de 300 000 à 500 000 francs CFA. Le président du conseil régional de la Bagoué s'est vu décerner le prix du meilleur promoteur ivoirien de l'intégration africaine par les plus hautes autorités. Son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a encore renouvelé sa confiance en me décernant pour le compte de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabou, le prix d'excellence 2021 du meilleur promoteur ivoirien de l'intégration africaine. C'est la première fois que je vois cette expérience. Le conseil municipal et le conseil régional assis à la même table en train de tenir des sessions conjointes. Ce que j'ai vu aujourd'hui, aussi bien de la part du conseil municipal de Boundiali que de votre part, monsieur le président du conseil régional et vos conseillers, me conforte dans cette idée qu'ici à Boundiali, vous êtes de véritables acteurs. Le budget primitif de l'exercice 2022 a été adopté à l'unanimité.
À la fin de ces assises, consacrées chacune à l'examen et adoption de ce budget, le Conseil régional de la Bagoué a remis 3 ambulances médicalisées dans des villages des départements de Boundiali, Kouto et Tengrela à hauteur de 120 millions de francs CFA. Un don remis après celui de 4 ambulances et un véhicule de type 4x4 à la brigade de gendarmerie de Ngbon. Cérémonie suivie de la pose de la première pierre de construction du siège du Conseil régional de la Bagoué. L'Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille APROSAM, en collaboration avec ses partenaires, le ministère de la Santé, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, a organisé une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale et la COVID-19 dans les villes de Gagnoa et de San Pedro. La campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population et financée par l'Agence de coopération internationale coréenne. Le compte rendu de Abel Kwao et Mireille Abalé. À San Pedro, les habitants du quartier Bardo 2000, femmes, jeunes, acteurs communautaires et ceux des quartiers environnants sensibilisés sur la Covid-19. C'est comme partout en Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro n'est pas épargnée par la maladie à coronavirus. Mesures barrières et vaccination ont été les messages des agents de l'ONG, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, APROSAM, en collaboration avec ses partenaires. Autre maladie, et non des moindres, ayant fait l'objet de cette campagne, la lutte contre la fistule obstétricale. La fistule est une mauvaise communication entre le vagin et la vessie et ou le rectum, qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile et qui entraîne la perte incontrôlée des urines ou des selles. Il y a plusieurs facteurs qui transmettent, qui encouragent cette maladie. Et parmi ces facteurs-là, on peut citer les mariages précoces. Il faut dire que les filles avant l'âge de 18 ans n'ont pas encore le bassin prêt à recevoir des enfants. Et le mariage précoce est un facteur favorisant la fistule obstétricale. On a aussi les interruptions volontaires de grossesse, ou communément appelé avortement. Après San Pedro, l'ONG Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, APROSAM, et ses partenaires se sont rendus dans la ville de Gagnoa pour le même exercice. Sensibilisation contre la COVID-19 et contre la fistule obstétricale. La bonne nouvelle partagée ici au quartier Dar es Salaam de Gagnoa, c'est que la fistule se guérit et les témoignages le prouvent. Effectivement, j'ai eu la maladie. C'était lors de mon accouchement. Quand j'étais enceinte, quand le travail a commencé, il faut dire que ça a mis du temps, au moins 2 jours. Quand je vais à l'hôpital, on me dit que ce n'était pas encore arrivé. Or, l'enfant voulait venir. C'est là que ça a créé cette maladie-là. Et après ça, quand l'enfant est né, j'ai constaté qu'il y avait des trucs anormaux. C'est-à-dire que quand je suis là, il y a des liquides qui viennent dans ma partie intime. Et je suis allée à l'hôpital. C'est à l'hôpital, le gynécologue m'a dit que c'était une fistule, qu'il fallait m'opérer. Donc, j'ai demandé, mais l'opération se passait comment? Il m'a dit non, de n'était pas m'inquiéter, que la maladie, l'opération était gratuite. Cette campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et financée par l'Agence de coopération internationale coréenne, KOICA. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes atteintes de fistules obstétricales dans le monde. La majorité se trouve en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dans la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal sur Business 24 Africa. Excellent week-end à tous et à toutes.